Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande émission Science et nous. Merci pour votre attachement à ces programmes, merci pour votre fidélité et merci de nous recevoir dans vos salons. Science et Mines, c'est une grande émission qui parle de la science et des ressources naturelles. Pour aujourd'hui, c'est numéro 00, nous recevons Monsieur l'abbé Jean-Bosco Molo, qui est un expert en recherche scientifique. Nous allons aussi recevoir Monsieur Franck Fouamba, qui est un expert et journaliste en ressources naturelles. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un ami, un co-débatteur, un co-animateur. Il est avec moi, Monsieur Patrick Ludé, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça c'est bien, nous sommes ensemble. Et voilà. Derrière les caméras, il y a toute une équipe. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles à nous. Nous recevons nos invités. Chers invités, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ah, je vois, c'est souriant là, oui. En tout cas, nous commençons avec la science. Monsieur l'abbé, vous êtes expert en sciences. Est-ce que vous pouvez nous définir quand même c'est quoi la science et quel est son apport vraiment ici en République démocratique du Congo et surtout son importance? Merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission. Merci. Je m'en vais d'abord définir le terme science et ensuite technologie. La science vient d'un mot latin, scientia, qui dérive lui-même d'un mot latin, du verbe latin sciere, qui signifie savoir ou connaître. Et donc la science, ça signifie la connaissance ou bien le savoir. Et chez les Grecs déjà, il y avait lieu de distinguer deux formes de science. Il y a ce qu'ils appelaient la droite opinion ou bien l'opinion, qu'ils appelaient en grec le orthos logos ou bien la doxa, et la science au sens strict du terme, ou bien la connaissance qu'ils appelaient alors épistémie. Alors, le concept de science, comme vous venez de l'entendre, c'est un concept qui est pour plusieurs acceptions, il y a plusieurs conceptions. Du point de vue technique maintenant, la science est l'ensemble des connaissances et d'études d'une valeur universelle, caractérisée par un objet et une méthode fondée sur des observations objectives, vérifiables et des raisonnements rigoureux. Et la science se veut donc non dogmatique. Elle se veut loin de la superstition, de l'obscurantisme, et puis elle repose sur des connaissances scientifiques ainsi que des méthodes qui sont aussi toujours ouvertes à la révision. Et donc, la science, elle a pour objet et pour but de comprendre les phénomènes et d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. Mais je dois tout de suite ajouter que les scientifiques ne sont pas unanimes quant à la définition de la science, parce que chacun l'entend selon sa compréhension. Et d'ailleurs, les notions même d'universalité qu'on colle à la science, la notion d'objectivité, la notion même des méthodes scientifiques, ce sont des notions qui sont vraiment équivoques. Donc chaque auteur, chaque penseur, chaque scientifique a une idée de ce que cela représente. Et cela, bien sûr, constitue un certain flou, mais alors on doit comprendre aussi ce flou épistémologique, parce qu'évidemment, la liberté dans la science, et puis chacun essaye de voir les choses comme il l'entend. Et les scientifiques se retrouvent dans une communauté, qu'on appelle la communauté scientifique. Et cette communauté scientifique, elle est garante de l'actualisation du contenu scientifique, et aussi elle est en mesure de produire des connaissances scientifiques à partir des méthodes rigoureuses, des méthodes qui sont vérifiables, et elle travaille, cette communauté, à l'amélioration du savoir humain, de la technologie dans sa dimension internationale, méthodologique, éthique et politique. Là, vous avez cité la technologie. C'est quoi aussi la technologie, monsieur l'abbé? La technologie, elle, c'est un terme qui vient maintenant des deux mots grecs. Ouais. Il y a techné et puis il y a logos. Comme on le dit, on l'a toujours appelé le logos. Techné, ça signifie art, ça signifie savoir-faire, ça signifie métier, ça signifie encore... la pratique déjà. La pratique. Alors que le logos, on le connaît, c'est le discours. Et donc, étymologiquement parlant, la technologie, c'est un discours sur le métier, sur le savoir-faire, sur la pratique. Et donc, la technique, que l'on peut assimiler un peu comme la technologie, parce que technique et technologie, c'est presque la même chose, concerne donc les applications de la science, ou de la connaissance scientifique ou théorique, dans les réalisations pratiques
des productions industrielles et économiques. Et comme vous l'entendez bien, la technique couvre les procédés, l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage, et aussi en quelque sorte d'élimination des déchets qui sont quand même très nombreux à Kinshasa, en s'appuyant sur des méthodes. C'est pas seulement Kinshasa, en République démocratique du Congo. En effet, je crois qu'on aura le temps d'y revenir. Vraiment. Oui, et donc on élimine ces déchets et toute cette gestion-là en s'appuyant sur des méthodes issues des connaissances scientifiques. Et si vous m'avez bien compris avec vos téléspectateurs, la technique, elle est donc une science appliquée. Elle se veut très pratique, alors que la science, elle est abstraite, elle est théorique. Voilà. Moi, j'aimais vos arguments en parlant de la science, mais bon, j'ai aimé, bon, en fait, je veux que vous parliez en fait de la science, de l'état d'idée de la science, de la recherche scientifique en RDC. Pour qu'on parle de l'état de lieu de la recherche scientifique en RDC, j'avais voulu quand même qu'on fasse une petite incise. Ouais. Pour dire que la science, ou la technoscience, parce que la science mélangée à la technique, à la technologie, on peut appeler ça la technoscience. La technoscience a une très grande importance dans la société. Parce que c'est elle qui est à l'avant-garde pour préserver quand même des changements qui s'opèrent dans la société, et c'est elle qui prélude en quelque sorte au développement d'une nation, d'une société. Et donc, pour toute société, le développement doit se concevoir à partir de la science, mieux de la technoscience. C'est pourquoi même on parle depuis les années 2013-2014, on parle de la science citoyenne, c'est-à-dire une science qui doit être connue des citoyens qui doivent s'imprégner de la réalité scientifique, parce que cette réalité scientifique les accompagne chaque jour, parce qu'ils sont en train, en quelque sorte, d'être conduits, d'être orientés par la science qui développe et qui améliore leurs conditions de vie. Alors, cela étant, parce que la science ou la technoscience est importante dans la vie d'une communauté, d'une société, beaucoup de pays ont compris qu'il fallait miser sur la science et sur la technique. Et ils ont alloué des fonds conséquents pour la recherche scientifique. Parce que cette recherche scientifique promeut le développement et assure des conditions de vie meilleures à une population, d'une société donnée. Et nous, en RDC, la recherche scientifique est aussi tributaire des aléas des études universitaires, entre autres. Et ces études universitaires, on le connaît, elles traversent quand même des moments difficiles en RDC, parce que tenez, sur l'année passée, l'année académique passée, c'est-à-dire 2018-2019, sur un total d'à peu près 400 000 étudiants, on avait 3 000 professeurs. Ce qui fait un ratio de 200 professeurs, de 200 étudiants pour un professeur. Or, le ratio de l'UNESCO veut que ce soit 20 étudiants pour un seul professeur. Et cela crée une surpopulation du monde universitaire, des milieux universitaires, qui fait que la recherche scientifique, même les études qui s'y donnent, ont du mal à passer. M. l'abbé, on va revenir à vous. Merci beaucoup. J'ai compris que c'est toute une thèse que vous développez. Merci beaucoup, Patrick. Je vais prendre mon deuxième invité. Il est trop souriant aujourd'hui. Comme toujours. Ça, c'est beau. En tout cas, M. Franck, est-ce que vous savez que notre pays, la République démocratique du Congo, vraiment, c'est un scandale géologique? Mais je ne comprends pas, et surtout en matière des ressources naturelles. Vous êtes expert en cette matière. Est-ce que vous pouvez nous tracer quand même un petit parcours, une petite analyse sur ce que la RDC regorge comme ressources? Merci beaucoup. La RDC n'est pas que scandale géologique. Disons plutôt qu'elle est un scandale naturel sur le champ. Naturel parce que quand on parle de scandale géologique, on réduit cela aux ressources qui sont étudiées par la géologie, qui concernent l'étude du sol et du sous-sol. Alors que la RDC, elle est un scandale naturel. Pourquoi scandale naturel? Parce que les ressources naturelles ne sont pas que minérales. Okay? Il y a la terre qui est une ressource naturelle, il y a l'eau qui est une ressource naturelle, il y a la forêt qui est une ressource naturelle, il y a le sous-sol
qui constitue une ressource naturelle. Alors, quand vous prenez toutes ces histoires, vous vous rendez compte que c'est un scandale naturel. Nous sommes le pays au monde, prenons juste pour la forêt ou pour la terre. Nous avons au moins 80 millions de terres arables qui ne sont pas cultivées aujourd'hui. C'est-à-dire que la RDC peut produire la nourriture pour la moitié de l'univers. En tout cas, prenez notre forêt. Le bassin du Congo, avec notre forêt équatoriale, c'est la plus grande forêt après l'Amazonie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme problème de réchauffement climatique, déjà la RDC résout la moitié du problème de réchauffement climatique. Malheureusement, la RDC n'est gagne rien. Quand nous allons à l'eau, nous avons des ressources halieutiques qui sont énormes, jamais exploitées. Il y a un mythe qui se raconte, pas un mythe, ça se raconte. Le lac comme le lac Tanganyika, il y a des millions et des millions de poissons qui vieillissent et qui meurent chaque année. Alors qu'on importe la sardine, on importe les chinchas, parfois du Brésil, on le mange, après avoir été conservé pendant 5 ans, ça donne des maladies aux gens. Quand nous allons maintenant aux ressources géologiques minérales, nous avons au moins 60% des réserves de cobalt, de réserves mondiales, vraiment, au moins 60%, et qui est exploitable à faible coût. Parce que jusqu'alors, nos ressources minérales, comme le cobalt, le cuivre, même le diamant, on les exploite dans le langage des mines. On parle de carrières, des mines à ciel ouvert, les open pit comme on les appelle. On ne va pas dans les mines souterraines. Alors quand vous allez chez nos voisins de la Zambie, vous allez en Afrique du Sud, vous trouvez par exemple que l'or qui est exploité par les orpailleurs à l'est, qu'on ramasse dans l'eau, on fait des petits puits. Ailleurs, on va à 1 km, 2 km sous la terre pour le prendre. Alors, tout ça, ça fait que ça révolte. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons passer du scandale à devenir un acteur. Avec la révolution énergétique et technologique aujourd'hui, M. Labbé qui parlait de la technologie, aujourd'hui, le monde, on est tourné vers la réduction des effets de serre, la réduction du réchauffement climatique. Oui. Et la RDC est une solution. Une solution parce que on va aujourd'hui, le monde, on s'est dit il faut réduire la consommation des COP 21, COP voilà, et il faut réduire la consommation des carburants. Si on réduit la consommation des carburants, généralement par les véhicules, on va aux véhicules électriques. Et les véhicules électriques, les composants des véhicules électriques, les grandes composantes, c'est le cobalt. Et ça se trouve en RDC. Ça se trouve en RDC. J'ai dit que nous avons au moins 60% des réserves mondiales. Et la RDC, en principe, produit autour de 80% du cobalt mondial. Vraiment. Mais des pauvres. Quand nous allons à la révolution, toujours technologique, dont M. Labbé a parlé, nous prenons l'informatique. Vous avez les téléphones portables, vous avez les laptops. C'est le coltan qui est produit à l'Est, qui enrichit les pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Pendant ce temps-là, la RDC n'est gagne rien. C'est un bombe qui se pose. C'est ainsi que nous, par exemple, personnellement, avec certains journalistes, dans le Katanga, j'ai lancé le mouvement qu'on appelle Touche pas à mon cobalt. Vraiment. C'est parce que les Congolais ne comprennent pas. Et je l'ai dit dernièrement, il y avait une conférence avec le chef de l'État et les autres au mois de septembre. J'ai dit qu'on ne peut pas déclarer un minerai stratégique sans le contrôler. Nous avons le cobalt, nous avons 60% des gisements. Mais est-ce qu'on le contrôle? On le contrôle. Parce qu'en principe, la RDC ne produit pas le cobalt. Nous produisons les concentrés de cobalt. Et quand vous allez dans les statistiques mondiales, c'est la Chine qui produit le cobalt. Parce que la Chine prend le concentré. Autrefois, la Gécamine produisait. Et elle va travailler chez elle. Elle va faire le métal. Ouais. C'est soit la Chine, un peu la Gécamine. Il y a un plan de l'élan de la Gécamine qui a été initié par le président Yuma. Et aujourd'hui, la Gécamine avait fait certaines usines qui produisaient des métaux de cobalt. L'État, au lieu de pomper, comme elle a fait avec l'Aniba, parce que l'Aniba, on a du diamant. Aujourd'hui, ce sont les Chinois qui produisent. Parce que l'Aniba est incapable de produire. Et l'Aniba est incapable de produire parce que l'Aniba a fait que le pays soit en sécurité. En principe, la guerre de 98, une partie de la guerre de 97 et la guerre du LCD, pour que le pays reste uni, qu'on arrive au dialogue des sans il fallait que l'Aniba finance l'effort de guerre. Et après l'Aniba, tous les groupes armés qui sont à l'Est, qui ont voulu qu'il y ait balkanisation, si le pays est uni aujourd'hui, c'est grâce à la Gécamine. Parce qu'il y a des gens qui parlent, qui font trop de bruit. Vraiment. Ils parlent, quand on parle de la Gécamine,
on parle comme d'une entreprise mal gérée, mais on ne connaît pas la réalité. On oublie qu'en 2010, la Banque mondiale a recommandé à l'État congolais de liquider la Gécamine, parce qu'elle n'était plus productive. Alors moi je me dis non. Au niveau touche pas mon copain, je dis les Blancs doivent être cohérents. Les Blancs reprochent à la RDC de gérer mal la Gécamine, qu'ils ont eux-mêmes demandé d'être liquidés en 2010. En principe, comment est-ce que quelqu'un que vous avez déclaré être cadavre, aujourd'hui vous lui demandez d'être productif? Vraiment. Mais nous disons maintenant, écoutez, on a sauvé la Gécamine. Parce qu'aujourd'hui, la Gécamine a des réserves, a un portefeuille qu'elle n'avait pas il y a autant d'années. Si nous devons nous allier avec les Zambiens en cartel, autant que l'OPEP le fait pour le pétrole, nous devons le faire. Nous devons maîtriser la production de cobalt. Oui. L'année passée, on avait produit 68 000 tonnes de cobalt pour 2017. 2018, on a 120 000 tonnes de cobalt. C'est ce qui a fait que la tonne de cobalt qui était à 80 000 $ la tonne, aujourd'hui la tonne de cobalt coûte 30 000 $. Parce qu'on a surproduit. Pourquoi est-ce qu'on a surproduit? C'est parce qu'on ne maîtrise pas la production de cobalt. Ouais. C'est parce qu'on laisse d'autres personnes. Donc c'est un secteur non contrôlé. Non contrôlé. Alors qu'il est déclaré minerai stratégique. Nous disons, c'est touche pas mon cobalt. On dit, le cobalt, on doit le protéger en maîtrisant la production. Parce qu'on maîtrise la production, on maîtrise le marché mondial et on dicte les prix. Nous avons pris l'exemple de l'OPEP. L'OPEP, c'est 36% du pétrole mondial. Ils ne produisent que 36% du pétrole mondial. Avec les territoires de Mwanda là-bas. Voilà. Mais ce sont les pays arabes qui fixent le prix du carburant. Comment est-ce qu'un pays qui a 60% des réserves, qui en produit, qui est propriétaire? Qui est propriétaire? On parle du scandale. Non, on doit devenir acteur. Clé, en principe, on doit être stratégique. Que cette stratégie ne soit pas seulement verbale. En RDC, nous aimons trop les discours. Hein? Oui, et nous aimons trop les formules. Monsieur Lada a parlé de pratique ici. La science doit être pratiquée. Voilà, la technoscience. C'est là que nous disons aussi concrètement. Nous avons proposé à l'État congolais, au gouvernement, à l'État, à des entreprises. Vous savez, quand vous allez dans nos villages, il y a des génies. Des génies. Nous avons proposé que l'État congolais crée l'Institut national des ressources naturelles. Et comme la République a déclaré la ville de Kolwezi comme capitale mondiale du cobalt, que cet institut-là soit basé à Kolwezi. Pourquoi Kolwezi? Parce que toutes les mines, tous les meilleurs miniers de l'Afrique, et tous les noirs, les meilleurs miniers, sont des Congolais, produits de la Gécamine ou de l'Amiba. Mais à l'Amiba, il n'y a pas un institut qui formait les gens pour ça. Il y a un institut à Kolwezi qui s'appelle l'Institut Mutoshi. Oui. Et nous disons, aujourd'hui nous sommes à l'ère où le cobalt est trop recherché. Si on veut zapper le cobalt, on ne va pas échapper à l'ADC parce que nous avons le lithium qui est à Manondo. Voilà. Si on veut zapper le lithium, nous avons le manganèse qui est à Kisenge. Alors, nous disons, transformons Mutoshi en un centre de recherche. Voilà. Des ressources naturelles de la RDC. Et on va mettre qui? Il l'a posé, nous avons parlé de pommes très sérieux. Nous avons des Congolais qui ne sont pas dans la recherche, au Congo. Mais nous avons une dame, elle s'appelle Sandrine Ngalula Mubenga. Elle est chef de département. Elle est chef de département dans une université aux États-Unis, à Toledo, où elle a inventé un moteur à hydrogène. Elle a inventé des batteries électriques, aujourd'hui dont le modèle est copié par la Chine. Une Congolaise. Une Congolaise, pendant que je vous parle, elle est à Kolwezi, sur demande du président Yuma de la Gécamine, elle est en train de faire des recherches à Mutoshi. Pourquoi ne pas recourir à cette main? C'est ce que nous disons. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait des discours? Pourquoi aller chercher des Allons dans le pragmatisme. Allons dans le pratique. Et quand nous faisons le budget pour cet institut-là, on s'est dit, écoutez, on trouve que si l'État congolais avec les centres de recherche, déjà l'État congolais et les partenaires, parce qu'il y a des fonds pour les Nations Unies, vous avez parlé de COP. Oui. Il y avait COP21, nous sommes maintenant dans le COP. Ça veut dire qu'il faut sauver la planète. Voilà. Ce sont des milliards dont la RDC ne bénéficie pas. Le centre nucléaire s'occupe, n'est-ce pas, de la promotion des techniques nucléaires pour le développement socio-économique d'une nation. Nous ne sommes pas là pour nous occuper des problèmes militaires. Nous sommes là pour exploiter
l'énergie qui est tout à fait naturelle, parce que ça s'appelle l'énergie nucléaire, c'est une énergie naturelle que le Tout-Puissant a mis à notre disposition, et l'intelligence humaine a fait qu'elle a utilisé cette énergie pour satisfaire à plusieurs de ses besoins. Je m'en vais pour prendre quelques exemples, parce que l'émission est déterminée dans le temps. Sinon, tous les aspects que nous abordons ici peuvent constituer une émission. Bon, je ramasse. Je commence d'abord par la santé humaine. Vous savez que le nucléaire intervient actuellement de plus en plus dans l'amélioration de la santé humaine. Première chose, c'est la problématique des cancers. La problématique des cancers concerne tous les pays et ce fléau ne fait que croître. Et la plupart des nations aujourd'hui ont compris qu'il faut adopter les méthodes adéquates pour résoudre ce problème. Nous avons la chance d'être lancés dans le nucléaire parmi les premiers en Afrique. Et c'est ainsi que nous développons dans ce centre une unité qu'on appelle l'unité de médecine nucléaire. Et en médecine nucléaire, nous faisons la radio-diagnostic des problèmes de cancer, des problèmes de tumeurs sur le corps humain. Non seulement la radiodiagnostic, mais aussi nous faisons quelques radiothérapies. Par exemple, le traitement de goitre. Problème de goitre, vous pouvez venir aux cliniques universitaires. Nous traitons ce problème avec des techniques propres et très très modernes. J'ai parlé de scintigraphie. La scintigraphie, c'est ça, qui aide le médecin à diagnostiquer tout ce qui est tumeur dans le corps humain. Et ça permet, n'est-ce pas, de faire de la prévention et aider le médecin à diagnostiquer rapidement les cancers, les tumeurs. Ça, nous travaillons dans ce domaine et nous faisons même des progrès parce que nous avons un instrument pour ça qu'on appelle la gamma caméra. Maintenant, nous avons commandé un autre tout neuf qui est un peu plus révolutionnaire, à double tête, qu'on appelle aussi radio-gamma caméra, qui arrive dans 2 ou 3 mois. Il sera logé aux cliniques universitaires, dans une unité qui dépend de nous, qui est aux cliniques universitaires. Voilà, ça c'est la santé par exemple. Non seulement ça, mais nous pouvons aussi doser, faire ce qu'on appelle la radio-immunoessai. C'est en fait une méthode qui permet, par les tests de sang, par l'analyse de sang, par des méthodes nucléaires, nous pouvons par exemple dépister les problèmes de prostate chez les hommes et d'autres maladies connexes. Ça, c'est aspect santé. Quand nous allons du côté alimentaire, vous savez, les techniques nucléaires actuellement aident les populations à assainir, n'est-ce pas, le secteur alimentaire. Notamment dans la protection, n'est-ce pas, des aliments. Nous utilisons des techniques nucléaires pour, par exemple, désinfecter, protéger contre les microbes, certains aliments par méthode d'irradiation et j'en passe. Bon, ça c'est du côté alimentaire, mais du côté aussi agricole. Dans le domaine agricole, ce centre ici fait des recherches dans ce domaine-là pour l'amélioration, n'est-ce pas, des qualités des semences, des qualités aussi, et puis faire des mutations par des méthodes nucléaires, n'est-ce pas, pour trouver des genres de semences qui sont
très efficace pour améliorer, n'est-ce pas, la santé, disons, l'alimentation humaine et animale. Ça n'est complètement fini pour cette émission Sciences et Mines, Madame, Messieurs. Merci parce que vous nous avez captés chez vous. Merci parce que vous nous avez prêté vraiment attention. Ce petit temps, nous avons discuté de la science et de la recherche scientifique, ainsi que les ressources naturelles de notre pays. Nous avons eu comme invité Monsieur l'abbé Jean Bosco Mbolo, qui est un expert en recherche scientifique, et Monsieur Franck Fwamba, qui est aussi un expert en ressources naturelles. Il est aussi journaliste, je le rappelle. Merci à toute la grande équipe de Sciences et Mines. N'oubliez pas que le rendez-vous est fixé prochainement. Cher Patrick, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci vraiment, mes chers collègues téléspectateurs. Soyons ensemble dans quelques temps. On se retrouve.